Mesdames, Messieurs, chers collègues, au nom de Swiss Accounting, je vous souhaite la bienvenue à cette troisième séance de préparation aux examens du brevet. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Rémi Buchler, avocat au barreau de Genève et titulaire de notre brevet. Il dispense en outre des cours de formation en comptabilité. Il nous commentera aujourd'hui la solution d'un problème portant sur la fiscalité. Je précise que cette présentation est enregistrée et sera prochainement disponible sur notre chaîne YouTube. Le lien vous a déjà été adressé. Je précise également qu'en raison du nombre de participants, il ne sera malheureusement pas possible de répondre à vos questions. Je vous remercie d'avance de votre compréhension. J'espère que ce séminaire vous aidera dans votre préparation et vous souhaite d'ores et déjà plein succès pour votre avenir. Je donne maintenant la parole à Rémi pour la présentation de la résolution de ce problème. Merci Rémi. Merci, bon. Bonjour à tous, bienvenue dans cette session. Donc, nous avons à peu près 1 heure pour commenter cet examen sur les impôts directs et l'impôt anticipé. Vous voyez ici sur l'énoncé que c'est un examen de 60 minutes et vous avez vu en le consultant qu'il avait 12 pages et donc beaucoup de questions. Donc, on est dans un examen ici qui va requérir plutôt des réponses précises et spécifiques plutôt que de la réflexion et de l'argumentation. C'est bien quand même de garder ça en tête quand on aborde un examen, de voir comment organiser nos réponses et puis organiser notre travail. Donc là, cet examen fait un tour quand même assez complet des impôts directs, avec un peu d'impôts anticipés à la fin. On va apprendre donc cette correction en la discutant. Et vous voyez que là, je me base sur l'énoncé de façon à pouvoir plus se focaliser sur les explications de la correction plutôt que de voir où sont les croix et quelles sont les réponses correctes et fausses. Donc, on a ici comme premier problème un problème en juste ou faux. Et ce problème en juste ou faux nous demande simplement de dire si les affirmations sont correctes ou si elles sont erronées. Une autre façon, une autre variation de ce type de problème serait de demander une justification si les réponses sont fausses ou une justification ou une référence à la loi si les réponses sont justes. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez aussi tomber si jamais à l'examen. Ici, c'est uniquement du juste ou faux. Donc, on va parcourir ces différentes questions. La première, on entend par charge préférentielle le fait que certaines personnes sont traitées de manière préférentielle sans toutefois fournir de contrepartie. Ça, c'est une réponse qui est donc fausse. Il se trouve que la charge préférentielle, c'est un mécanisme fiscal qui permet de refacturer à certains utilisateurs d'un équipement public les frais que cet équipement public a entraînés pour son installation. Donc, c'est lorsqu'il y a un équipement public, mais qui ne bénéficie qu'un cercle particulier de personnes et on peut leur refacturer l'usage de cet équipement public. Donc le concept de charge préférentielle, ça n'est pas une préférence qu'on donne à des gens, mais c'est une charge qu'on applique par préférence à certaines catégories qui utilisent et exploitent l'établissement public. La Confédération, respectivement les cantons et les communes, ne doivent pas fournir sur le marché des prestations propres qui pourraient également être fournies par l'économie privée. C'est également faux. Le meilleur exemple auquel on peut penser, ce serait par exemple les crèches. Si vous pensez aux crèches, il y a des crèches qui sont fournies par les pouvoirs publics et il y a aussi des crèches privées qui sont également fournies par certaines entreprises privées. Donc il n'y a pas d'interdiction à ce niveau-là. La Constitution fédérale autorise la Confédération à prendre les mesures nécessaires pour lutter contre la double imposition, mais jusqu'à présent, une telle loi fédérale n'a pas vu le jour. Donc là, on parle de la double imposition intercantonale, lorsque une personne est potentiellement imposée dans différents cantons suisses en raison de son domicile, de son activité, de son patrimoine, qui peuvent être répartis dans différents cantons et que chaque canton peut avoir un rattachement qui justifie le prélèvement d'une imposition à ce titre. Et en droit suisse, on sait que la Constitution fédérale interdit justement cette double imposition intercantonale, mais il n'y a pas eu de loi qui le définit. Et les principes de lutte contre la double imposition intercantonale ont finalement été développés par la jurisprudence du tribunal fédéral. Et c'est à ça qu'on se réfère pour définir le canton qui est compétent dans certains cas. La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct, la loi fédérale sur la taxe sur la valeur ajoutée ne sont valables que pour une durée limitée jusqu'à fin 2035. C'est correct. Ces lois
doivent être revotés tous les 15 ans. Nous avons la chance en Suisse d'avoir des impôts qui sont provisoires, contrairement à d'autres pays où les impôts sont définitifs. Cela étant, évidemment que ces impôts ont été constamment renouvelés et donc ont un caractère provisoire qui devient définitif, mais formellement, juridiquement, il y a effectivement toujours une limitation à la durée de ces impôts. La Confédération a le droit de prélever d'autres impôts pour autant qu'ils ne soient pas exclusivement réservés à certains cantons. Ici, la correction vous dit que c'est faux. Euh, Ce qu'il faut comprendre, là, je pense qu'il faut un petit peu lire la question de cette manière. La Confédération ne peut pas prélever des impôts sans une autorisation expresse. Donc, la capacité de la Confédération à prélever des impôts est prévue dans la Constitution et la Confédération ne peut pas prélever des impôts qu'elle n'est pas autorisée à prélever. Par contre, d'autres impôts vu que cette phrase, elle fait suite à l'impôt fédéral direct et la TVA, on peut se dire, est-ce que la Confédération peut prélever d'autres impôts que ceux-là? Alors effectivement, la Confédération prélève plusieurs autres impôts, hein, l'impôt sur les huiles minérales, plusieurs autres impôts, mais cette question n'était pas en référence à la précédente, et c'est de dire, est-ce que la Confédération a le droit de prélever d'autres impôts que ceux auxquels elle est autorisée? Non, la Confédération doit avoir une autorisation pour chaque impôt qu'elle souhaite prélever. Une autorisation, c'est-à-dire une loi, une base légale. Sont assujettis de manière illimitée à l'impôt en raison de leur rattachement personnel les personnes physiques qui sont domiciliées ou en séjour en Suisse au regard du droit fiscal. Jusque-là, on est d'accord. Il y a séjour au regard du droit fiscal lorsqu'une personne séjourne en Suisse pendant au moins 30 jours, qu'elle y exerce ou non une activité lucrative. Ben, vous aurez reconnu que ça, effectivement, c'est faux, puisque nous avons ce critère de rattachement et de séjour en Suisse qui est différencié selon que la personne exerce une activité lucrative ou n'en exerce pas une. Si la personne n'exerce pas d'activité lucrative, on retient un séjour à partir de 90 jours, puisque on pense que si une personne vient et exerce une activité lucrative, c'est un indice supplémentaire d'un établissement, d'une volonté d'établissement en Suisse, alors que si elle n'exerce pas d'activité lucrative, eh bien, on va attendre un petit peu plus longtemps pour conclure à cette volonté de s'établir en Suisse. Afin d'éviter une imposition multiple, les bénéfices des filiales suisses et étrangères distribués aux sociétés de capitaux et aux coopératives suisses sont indirectement exonérés d'impôts. C'est vrai, c'est ce qu'on appelle donc la réduction pour participation, chose que vous avez probablement vu. Donc c'est ce système de réduction d'impôts en fonction du rendement de participation qualifiée détenu par une société et que ces participations soient suisses ou étrangères, eh bien, il y a cette réduction pour participation qui est appliquée. Donc, on parle effectivement d'une exonération indirecte, puisque en soi, les rendements provenant des participations ne sont pas exonérés d'impôts, ils sont déclarés dans la déclaration d'impôt, mais l'impôt va être réduit dans une certaine proportion, et vous le savez, en proportion du rendement net, c'est-à-dire qu'on part du rendement brut, on y retire des frais d'administration qui sont généralement estimés forfaitairement à 5% du rendement, et on y retire les frais de financement pour arriver au rendement net à partir de ce rendement brut. Et c'est ce rendement net qui va être exonéré d'impôt. Donc enfin exonéré, qui va faire l'objet de la réduction d'impôt. Donc il n'y a pas d'impôt à payer, mais c'est pas le revenu est exonéré, c'est un mécanisme qui permet d'aboutir au fait qu'il n'y a pas d'impôt à payer. Les bénéfices inférieurs à 5 000 francs ne sont pas imposés pour les associations, les fondations et les autres personnes morales. Il y a effectivement cette petite exception où on prévoit que le bénéfice étant inférieur à 5 000 francs n'est pas imposé. Attention, ce n'est pas l'exonération jusqu'à 20 000 francs pour les personnes morales qui poursuivent un but idéal. On a aussi dans la loi les personnes morales qui poursuivent un but idéal, c'est-à-dire un but de bienfaits publics, et il est prévu que les bénéfices jusqu'à 20 000 francs sont exonérés.
Donc ça, c'est une exonération. Celle-là à 5 000 francs, c'est pour toutes les personnes morales, pas seulement à but idéal. Et c'est l'idée qu'on n'impose pas si le bénéfice est pas assez important. La taxe d'exemption de l'obligation de servir doit être payée par toutes les personnes de sexe masculin qui ont leur domicile fiscal en Suisse et qui ne peuvent pas accomplir de service militaire ou civil. Alors c'est faux. C'est le petit détail par toutes les personnes. Alors non, puisque la TO, on la paye jusqu'aux 37 ans. Donc déjà, les personnes de sexe masculin qui n'ont pas pu accomplir de service et qui ont plus que 37 ans cessent de payer cette taxe d'exemption de l'obligation de servir. Il y a aussi des exceptions pour les personnes qui ont un handicap majeur qui sont dispensées de cette taxe. Donc c'est sur le tout que cela se joue. Et enfin, l'administration fédérale des contributions est compétente pour la perception de l'impôt grevant les opérations réalisées sur le territoire suisse, de l'impôt sur les acquisitions et de l'impôt sur les importations. Le FAC, administration des douanes, est compétente pour la perception de l'impôt sur les importations. Alors le FAC, c'est l'Office fédéral de l'aviation civile, donc il y a potentiellement une petite traduction là qui s'est perdu. C'est l'AFD, l'administration fédérale des douanes, qui est compétente effectivement pour la perception de l'impôt sur les importations, sauf que quand on reconnaît que c'est l'administration fédérale des douanes qui est compétente pour les importations, eh ben, ça peut plus être l'administration fédérale des contributions qui est compétente pour les importations. Donc là, du coup, on avait deux éléments qui nous permettaient de conclure à la réponse fausse. D'une part, le fait que la question désigne deux autorités qui seraient l'autorité compétente, donc ça joue pas. Et puis d'autre part, qu'on sait que ce sont les douanes qui prélèvent effectivement l'impôt sur les importations. Voilà. Donc ça, c'est ce premier exercice, vrai-faux. Vous constatez qu'il fait 20 points. C'est pas inutile hein, de regarder les points quand on fait un examen. Ça peut être une stratégie pour réussir l'examen. Nous avons 10 questions, nous avons 20 points sur un examen de 60 points. Donc vous voyez, c'est le tiers de l'examen, si je suis ces 20 points-là. Alors est-ce que vous aurez la même chose lors d'un examen effectif? Non, pas forcément, et on ne peut pas le dire. Maintenant, si je regarde de façon assez précise cet examen qui vous a été fourni, ces 10 questions, avec leurs 20 points sur 60, c'est le tiers de l'examen. Donc, c'est pas un exercice qu'il faut faire à la légère ici. C'est pas je lis la phrase et je mets ce que je pense rapidement en me disant, ben voilà, je passe vite puis j'aurai plus de temps pour le reste. J'aurai plus de temps pour le reste, mais là, vous avez quand même 20 points ce qui est très très important là-dedans. Vous avez la deuxième partie de ce problème, le problème B, qui vous demande les dispositions légales exactes de la LIFD ou de la LHID. Donc là, on est encore justement dans ces premiers 20 points qui font le tiers de l'examen. C'est pas quelque chose à l'examen dont on souhaite passer à côté. Donc ça, cet exercice, là, dans cet examen, il n'est pas outrageusement compliqué. On vous demande de retrouver les bases légales qui parlent de ces éléments. Alors, je ne vais pas discuter cet aspect-là immédiatement. On verra en fonction de l'écoulement du temps et du reste de l'examen, puisque si je prends la correction, vous voyez, c'est vraiment une question de retrouver la base légale dans la LIFD et dans la LHID qui fixe ce principe. Donc ça teste votre connaissance de la loi, votre capacité à vous retrouver dans la loi et à trouver la base légale qui dit exactement ça. Donc dans la mesure où vous avez les corrections et que vous avez tous les éléments et que ça n'est pas quelque chose qui nécessite une explication, puisque vraiment c'est texto, quel est l'article alinéa qui dit ça, je reviendrai peut-être rapidement dessus à la fin, mais je vous propose celui-là de le passer pour s'intéresser aux questions de raisonnement. Donc vous voyez que ce premier exercice à 20 points, tiers de l'examen, ça va potentiellement assez vite, mais il faut quand même s'appliquer parce que ça compte beaucoup de points et on ne veut pas perdre de points lorsqu'on fait un examen. On arrive au deuxième problème, un problème qui porte sur les sommes versées ensuite de décès ou de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé. Cet exercice va
va tourner autour de là et d'une cessation d'activité indépendante. Donc, on est en fiscalité des personnes physiques. 17 points, c'est quasiment le tiers de l'examen. Du coup, on va essayer de le faire aussi correctement. Donc, on nous parle de ce privilège fiscal des prestations en capital et des sommes versées ensuite de décès. On nous demande de nouveau l'article de la LIFD, l'article de la LID. Donc, ça, on peut aller quand même les chercher pour les voir. Donc, dans la LIFD, c'est l'article 38. Et donc, l'article 38 nous parle des prestations en capital provenant de la prévoyance, nous dit que les prestations en capital, selon l'article 22, ainsi que les sommes versées ensuite de décès, dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier et c'est un impôt calculé sur la base de taux représentant le cinquième des barèmes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire une imposition séparée? Ça veut dire que ces prestations-là ne vont pas être considérées comme un revenu lors de la déclaration d'impôt. Donc, ça ne va pas être intégré au revenu pour faire augmenter le revenu imposable et donc potentiellement le taux d'imposition, puisque l'impôt est progressif, mais il va y avoir une taxation séparée. On prend le montant de la prestation et on regarde si le revenu imposable correspondait à ce montant, combien d'impôts il faudrait payer, et on l'impose au 1/5 de combien d'impôts. Donc c'est comme s'il y avait un revenu annuel qui correspond à ça. Donc ça, c'est l'article 38 LIFD qui nous le dit. Et dans la LHID, c'est toujours un petit peu différent, mais nous avons dans la LHID l'article 11 alinéa 3, les prestations en capital provenant des institutions de prévoyance ainsi que les sommes versées ensuite de décès, etc. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier. Donc là, vous voyez que la LHID ne prévoit pas le taux d'imposition, évidemment, puisque c'est une loi d'harmonisation. Par contre, elle prévoit que les cantons doivent, tout comme la Confédération, y imposer séparément. Après, à eux de dire comment ils l'imposeront séparément. Donc, du coup, dans la LIFD, on a vu, donc c'est l'article 38, alinéa 1, LIFD. Dans la LHID, c'est l'article 11, alinéa 3, LHID, qui ne disent pas exactement la même chose dans la mesure où la LHID ne fixe pas le montant du taux. Ensuite, on va appliquer ces principes à Madame Christine Muller, qui malheureusement a son époux qui décède, et il se trouve qu'il y avait plusieurs assurances qui étaient en vigueur au niveau de la prévoyance de ce monsieur, et son épouse, évidemment, en tant que conjoint survivant, va avoir droit à ces prestations. La question est quel est le montant total soumis à une imposition privilégiée? Donc on se pose la question qu'est-ce qui doit être imposé en tant que revenu avec le revenu habituel, donc ajouté aux autres revenus de l'année? Qu'est-ce qui doit être imposé séparément ou qu'est-ce qui peut-être ne serait pas imposé? Donc on a ces différentes sommes. L'indemnité en capital provenant de l'institution de prévoyance, alors ça c'est clairement soumis à une imposition privilégiée, donc à cette imposition séparée. Ça provient d'une prévoyance de droit public, hein, prévoyance obligatoire, même si les institutions de prévoyance sont formellement des personnes morales du droit privé, ça reste une assurance obligatoire de droit public. Donc ça, c'est effectivement bien soumis à l'imposition privilégiée. La prestation en capital du troisième pilier A aussi, le troisième pilier A est une forme de prévoyance réglementée là aussi par le droit public. Les cotisations en sont déductibles, le montant est bloqué et n'est libéré que dans certaines circonstances bien précises définies par la loi. Donc on est dans un cas là aussi qui rentre dans la prévoyance. On se pose la question pour le pilier 3B. Le pilier 3B, c'est donc de la prévoyance libre. Et cette prévoyance libre n'est pas réglementée par la loi, ne fait pas l'objet d'un blocage légal, ne fait pas l'objet de règles de droit public. On sait que cette prévoyance libre, dans certains cantons, elle peut bénéficier d'un avantage fiscal, c'est-à-dire que les primes d'assurance sont déductibles du revenu dans certaines limites.
au niveau fédéral aussi, en sachant que les primes d'assurance déductibles au niveau fédéral, on a donc notre assurance maladie, etc. Donc les limites sont quand même relativement vite atteintes. Donc la 3B, c'est vraiment une prévoyance qui n'est pas réglementée, qui est une décision individuelle des gens et qui n'est pas soumise à un régime fiscal privilégié. Là, on a cependant la distinction entre une assurance vie rachetable et une assurance vie risque pur. Qu'est-ce que c'est qu'une assurance vie risque pur? C'est une assurance vie pour laquelle on paye une prime pour couvrir une éventualité, donc ici évidemment le décès. Si le décès survient, il y a un capital qui est versé. Si le décès ne survient pas, jamais rien ne sera versé. Donc c'est de la pure prime d'assurance et il n'y a pas constitution d'une épargne. L'assurance vie rachetable, ça veut dire qu'il y a un montant quelque part qui peut être récupéré. Et donc une assurance vie rachetable, elle a un aspect épargne aussi. Ça va être une assurance vie dans laquelle une partie de la prime va venir pour couvrir le risque, une autre partie de la prime, le reste, la majorité logiquement, va venir pour constituer une épargne qui va avoir une certaine valeur qui va croître avec le temps, et c'est cette valeur qu'on appelle rachetable. C'est à nous, hein, donc on n'a pas besoin de payer pour y récupérer, mais le fait que ce soit rachetable indique qu'on peut percevoir ce montant. Du coup, avec cette assurance vie rachetable, il y a un montant d'épargne. Cette assurance vie, elle a une valeur, puisque en fait, qu'il y ait décès ou qu'il y ait vie, il y aura de l'argent qui va revenir. En cas de décès, bah, il y a évidemment le montant prévu par la police de risque, mais en cas de vie, il y a le montant qui a été épargné, qui va être récupéré. Et ce qui est important de voir, c'est que cette assurance vie de pilier 3B, donc de prévoyance totalement libre, lorsqu'on reçoit ce montant, il n'est pas imposé. Pourquoi? Parce qu'il fait partie de notre fortune. C'est-à-dire, lorsqu'on a une assurance vie rachetable, on cotise et nos cotisations viennent alimenter une épargne qui est à nous, qui nous appartient et qu'on va recevoir. Donc en fait, l'assurance vie rachetable, on doit déclarer sa valeur de rachat, c'est-à-dire la valeur de l'épargne, chaque année dans notre déclaration d'impôt, et c'est imposé comme fortune. Donc, on ne peut pas déduire les primes ou très peu, euh, avec des limitations cantonales qui sont très fortes, hein. On ne peut pas déduire vraiment grand-chose. C'est comme si on met de l'épargne quelque part et cette épargne fait partie de notre fortune. Donc ça veut dire que le jour où on reçoit cette épargne, eh bien c'est notre fortune et on ne se fait pas taxer pour recevoir notre fortune qui fait partie de notre fortune depuis le début. Donc en fait, celle-ci, elle n'est pas taxée. Toutes les autres, elles sont taxées et elles sont taxées au taux préférentiel. Donc on a 90 000, plus 30 000, 120 000, plus 50 000, 170 000. Donc là, cette Christine Muller va être soumise à une imposition privilégiée sur un revenu de 170 000 au niveau fédéral ou un cinquième du taux, au niveau cantonal, au taux qui a été prévu. Celle qu'il fallait éliminer, c'était cette assurance vie rachetable. Ensuite, nous avons les affirmations à cocher. Pour la période fiscale, le barème pour les personnes mariées est applicable? Non, pas du 1er janvier au 31 du 12. Lorsqu'il y a un décès en cours d'année, le barème pour les personnes mariées est applicable jusqu'au décès. Et après le décès, ça sera un barème pour les personnes individuelles. Donc, elle n'est pas correcte. Les paiements privilégiés en espèces doivent être inclus dans le calcul de la déclaration d'impôt ordinaire? Non, puisqu'on vient de dire que c'est séparé, donc ça n'est pas inclus avec la déclaration ordinaire. Je saute sur les frais d'obsèques peuvent être déduits du revenu imposable. Non, c'est pas prévu. Il y a des cantons qui prévoient effectivement qu'on déduit les frais d'obsèques de la succession. Donc ça va diminuer la valeur de la succession et le montant d'impôt de la succession, mais c'est pas une déduction sur le revenu. Nous reste les paiements privilégiés en espèces ne doivent être mentionnés qu'à titre informatif dans la déclaration d'impôt ordinaire. Et c'est cette réponse qui est correcte, j'arrive pas à mettre la croix, mais je vais la mettre ici. C'est donc cette réponse ici qui est correcte. On n'inclut pas
les montants pour être imposés avec avec la déclaration d'impôt ordinaire, mais on les inclut quand même pour que le fisc puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé avec notre patrimoine cette année. Ensuite, nous avons un exercice sur une activité indépendante, toujours dans le cadre de l'imposition des personnes physiques, plus spécifiquement la cessation d'une activité indépendante. Et donc, nous avons un monsieur qui a exercé comme indépendant, qui va liquider son entreprise en raison individuelle, en raison de sa retraite. Alors, attention, quand on cesse une activité pour la retraite, eh bien, je vous renvoie à l'article 37b LIFD notamment, il y a son pendant dans la HID évidemment. Ce 37b permet une imposition privilégiée sur le total des réserves latentes réalisées au cours des 2 derniers exercices commerciaux, lorsque le contribuable âgé de 55 ans révolus cesse définitivement d'exercer son activité lucrative indépendante ou s'il est incapable de poursuivre cette activité pour cause d'invalidité. Donc on a une imposition séparée des autres revenus qui est prévue, même principe finalement que pour les prestations de prévoyance qu'on vient de discuter, et on prévoit que sur ces bénéfices de liquidation, les rachats au sens de l'article 33 alinéa 1 lettre D sont déductible. Et si un tel rachat n'est pas effectué, l'impôt est calculé sur la base de taux représentant le 1/5 des barèmes inscrits à l'article 36. De nouveau, même principe. C'est quoi les rachats au sens de l'article 33, alinéa 1, lettre D? Ce sont les rachats de prévoyance. Donc, cotisation AVS, rattrapage de cotisation AVS, rattrapage LPP, pourquoi pas. Donc, on peut évidemment déduire de nos bénéfices de liquidation les rachats qu'on fait dans nos assurances sociales, comme les primes des assurances sociales sont d'ailleurs déductibles en cours d'année. Donc du coup, qu'est-ce qu'il nous a fait ce bon monsieur? Donc il prend sa retraite au 1er janvier 2025, donc l'article 37b nous parle des 2 derniers exercices, donc 2023-2024. En 2024, il a un bénéfice de 150 000 provenant de son activité ordinaire. Il a également un bénéfice de 200 000 provenant de la liquidation de ses activités. Bénéfice de 200 000 qui s'ajoute à un bénéfice de liquidation déjà fait en 2023 de 100 000. Il doit payer 10 000 francs de cotisation AVS sur ses bénéfices de liquidation. Et puis, il verse 130 000 francs à son institution de prévoyance, donc dans sa LPP, afin d'avoir une meilleure rente, hein, bien évidemment. Il nous a également fait d'autres revenus, notamment un produit des titres de la fortune privée, donc ça n'a rien à voir avec son activité indépendante qui relève de la fortune commerciale, et on nous dit qu'il y a des déductions qui sont acceptées globalement. Donc du coup, comment on fait ça? Eh bien, nous avons un bénéfice ordinaire de 150 000 qui provient de l'activité lucrative indépendante. Nous avons un produit des titres de 10 000 qui fait partie de son revenu imposable, que ce soit de la fortune privée ou commerciale d'ailleurs. Des autres revenus, on n'a pas d'autres revenus dont on nous parle. Et notamment, ne vous faites pas avoir en mettant dans les autres revenus les bénéfices de liquidation. Les bénéfices de liquidation ne sont pas imposables au titre de la déclaration fiscale ordinaire, ils sont imposables séparément. Donc pour 2024, ce monsieur, il a un total des revenus de 160 000 francs, c'est-à-dire son bénéfice ordinaire et son produit des titres totalement ordinaire. Ces déductions forfaitaires, on a dit qu'on avait 20 000. Je vais vous mettre les zéros, comme ça on est tous sûrs qu'on parle en milliers. Et puis, les diverses déductions, on a 130 000, puisqu'il y a un rachat qui a été fait dans le deuxième pilier. Les rachats dans le deuxième pilier sont donc déductibles du revenu imposable, comme il l'aurait été durant l'année, durant les années courantes. Donc nous avons ici 160 000 de total brut des revenus avec 150 000 de déduction. Donc ce monsieur a un revenu imposable de 10 000 francs cette année, grâce bien entendu aux 130 000 francs de rachat qu'il a effectué. Et vous avez le tableau ensuite sur le bénéfice de liquidation imposable. Alors là, c'est le bénéfice de liquidation de l'entreprise qui va être imposé de manière séparée. Donc, on fait le calcul
de manière séparée. Donc nous avons les réserves latentes de l'année dernière et nous avons les réserves latentes de l'année courante. Elles peuvent les deux être prises en compte puisque la LIFD nous parle bien des bénéfices de liquidation des deux derniers exercices commerciaux. Et puis, là j'ai mis 300 000 à la mauvaise ligne, donc il n'y a pas d'autres revenus à prendre en compte hein, dans ce cadre. Voilà. Et nous avons des déductions de 10 000 francs qui peuvent être indiquées. C'est quoi? Ce sont les cotisations AVS qui sont dues sur les bénéfices de liquidation. Forcément qu'on ne va pas l'imposer sur 300 000 de bénéfices de liquidation s'il a dû payer 10 000 francs de cotisations AVS, puisque les cotisations AVS, eh bien, elles sont déductibles. Voilà. Donc cet exercice consistait à répartir les différents éléments de revenus entre la déclaration fiscale ordinaire et la déclaration séparée du bénéfice de liquidation de l'activité indépendante. Et on voit qu'on a distingué les bénéfices de liquidation provenant de cette activité, puisqu'il s'agit d'un départ à la retraite. Nous arrivons sur le thème des personnes morales, même si ce n'est pas écrit, on parle d'une société anonyme ici. Donc, on voit qu'on est en personne morale. Société fondée en 2015. 3 premières années avec des pertes, moins 80, moins 40, moins 130, jusqu'en 2017. Et à partir de 2018, il y a des bénéfices. Donc, la question qui se pose ici, c'est le report des pertes. Et si on reprend notre article 67 de la LIFD, déduction des pertes, les pertes des 7 exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites du bénéfice net de cette période, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en compte lors du calcul du bénéfice net imposable de ces années. Donc, ça veut dire que si on réalise des pertes et que bah, forcément, quand on a des pertes, on ne paye pas d'impôt, donc ça c'est 0 franc d'impôt, mais on peut imputer ces pertes pendant encore 7 ans sur les bénéfices futurs, de manière à ne payer des impôts que sur le vrai et complet profit de la société en tenant compte des pertes passées, mais seulement pour les 7 dernières années. Donc, l'année 2015, elle va pouvoir être reportée jusqu'en 2022. On va pouvoir reporter les pertes de l'année 2015 jusqu'à l'exercice comptable de 2022, parce que si je prends 2022 et que je compte les 7 années qui précèdent, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, j'arrive bien en 2015. La perte de 2016, elle va pouvoir passer jusqu'en 2023, et la perte de 2017, elle va pouvoir passer jusqu'en 2024. Pourquoi je vous dis ça? Bah forcément parce qu'il faut qu'on fasse attention de se dire, je reporte mes pertes, mais il ne faudrait pas que je les reporte plus de temps que nécessaire. Donc du coup, si on complète ce tableau, alors bah, chaque année là, on a un bénéfice imposable en soi de 0. Par contre, on a des pertes non compensées. Donc on a 80 de pertes non compensées à l'issue de 2015. On a 40 de pertes non compensées à l'issue de 2016, ce qui porte notre solde des pertes non compensées à 120. Et on a encore 130 de pertes qu'on ne peut toujours pas compenser, hein, vu qu'on n'est que en perte, ce qui nous amène à un solde de pertes non compensées de 250. Donc j'arrive à la fin de l'année 2007, j'ai accumulé 250 de pertes, ces 250 que je vais pouvoir imputer sur d'éventuels futurs bénéfices, mais en faisant toujours bien attention que j'ai un délai et notamment les 80 de 2015, je pourrais les reporter jusqu'en 2022. Si d'ici 2022, je n'ai pas encore reporté les 80 de 2015, ils seront perdus. Donc je dois surveiller ça au fur et à mesure de mon raisonnement. Donc en 2018, je fais un bénéfice de 10. Donc bien évidemment, je vais reporter 10 de mes pertes. Je suis encore dans les délais. Mon bénéfice imposable sera de 0. Et il me restera un solde de pertes que je peux compenser de 240, qui s'écrit tout petit, parce que le document Word est comme ça, et on va l'écrire comme ça. En 2019, j'ai un bénéfice de 80.
Donc, de nouveau, je vais piocher 80 dans mes pertes non compensées pour arriver à un bénéfice imposable de 0 et il me restera 160. 2020, j'ai 30, je vais de nouveau piocher 30 dans mes pertes qui n'ont pas encore été compensées pour les compenser maintenant. J'ai un bénéfice imposable de 0 et il me reste toujours 130 dans mes pertes non compensées. J'arrive en 2021, il y a 20, je vais piocher 20 dedans pour avoir mon résultat imposable de toujours 0 et il me reste 110. 2022, je sais qu'en 2022, je peux encore intégralement tout utiliser, même depuis 2015, donc je ne me pose pas encore de questions sur un report de perte qui serait prescrit. J'enlève encore 30 que je vais piocher dans mon report de perte. J'arrive donc à 0 de bénéfice imposable et il me reste 80 dans mon report de perte. À partir de l'année 2022, il faut que je fasse attention parce que j'arrive en 2023, il faut que je sois conscient qu'en 2023, je ne peux plus utiliser le report de perte de 2015. En 2015, j'avais perdu 80. Ceci dit, je vois au cours des précédentes années qu'elle a été utilisée, hein. La première année, la première compensation en 2018 à 10, la deuxième compensation en 2019 à 80, j'ai liquidé tous mes 80 de 2015. Donc tous les 80 de 2015, il n'y a aucun problème, ils ont été utilisés, donc je ne me pose pas de questions sur une éventuelle expiration. Ce qui veut dire que je peux encore piocher 10 pour avoir un bénéfice de 0 et d'arriver à 70 qui me reste de mon solde de perte non compensé. J'arrive en 2024. Alors 2024, attention, de nouveau, je ne peux reporter les pertes que des 7 dernières années. Donc je continue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc on voit qu'en 2024, je peux reporter les pertes à partir de 2017. Je ne peux plus utiliser les pertes de 2015 et 2016. 80 en 2015, 40 en 2016, ça fait 120. Je les ai déjà utilisés depuis bien longtemps. Donc là, je suis en train, en 2023, de piocher dans les 130. En l'occurrence, dans les 130, je peux très bien piocher. En 2024, je peux aller piocher là-dedans. Donc, je vais piocher 50 pour avoir un bénéfice imposable de 0 et il me reste 20 de solde de perte non compensé. Et c'est là que je dois me dire, attention, ce solde de 20 qui me reste dans les pertes non compensées pourra-t-il encore être utilisé? Pourquoi? Parce qu'en 2024, comme on l'a vu, je peux utiliser les pertes des 7 dernières années. Or, il y a 7 ans, c'était la dernière fois que j'ai fait une perte. Donc si maintenant je me place sur 2025, je peux compenser ce 30 avec les pertes des 7 dernières années. En l'occurrence, je n'avais pas fait de perte ces 7 dernières années. Donc ce solde de 20, il est maintenant prescrit et en réalité, il ne me reste plus que 0. Donc là, j'ai perdu ces 20, je ne les ai pas utilisés dans le délai de 7 ans, ce qui fait que pour 2025, j'ai 0 de compensation de perte et j'ai un bénéfice imposable de 30 et évidemment un solde de perte non compensée qui est à 0 puisque je n'ai pas refait de perte. Donc ici, dans cet exercice, c'était 2024 où il fallait voir que c'était le basculement et qu'en 2024, c'était la dernière année où je pouvais encore compenser des pertes puisque les pertes remontaient maintenant à 7 ans. Ainsi, même s'il me restait 20 dans mon solde de pertes non compensées, eh bien, ce solde de perte est, entre guillemets, remis à 0 et je ne peux plus reporter ces pertes sur 2025. Donc, il faut bien vérifier ces soldes. Il faut bien remarquer que ce 80-là, bah, il peut être reporté jusqu'en 2022, ce 40-là, il peut être reporté jusqu'en 2023, et ce 130-là, il peut être reporté jusqu'en 2024. Et il faut bien suivre à chaque fois, est-ce que j'ai bien utilisé ces reports de perte, ou si je ne les ai pas utilisés, eh bien le solde va être perdu. Est-ce qu'on peut se sauver? On vous pose la question ensuite,
sur un petit peu une exception. Dans quel cas des pertes antérieures peuvent-elles encore être compensées? Eh bien, l'avantage, si on a pris l'article 67 LIFD pour la déduction des pertes, pour vérifier que c'était bien 7 ans, en parenthèse, il y a donc des discussions, vous avez peut-être suivi à l'Assemblée fédérale pour porter ça à 10 ans suite au Covid. Mais bon, comme toutes les décisions en Suisse, ça prend très longtemps, donc on est encore à 7 ans. C'est possible que ça passe dans un certain futur à 10 ans. Bien, on a cet alinéa 2 qui nous dit que les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l'article 60 lettre A. Donc, c'est les apports à fonds perdus, 60 lettre A des actionnaires. Donc, on ne peut pas utiliser les pertes pour les mettre en déduction des apports à fonds perdus des actionnaires. Par contre, si vous avez un créancier qui vous fait une cession de créance, et donc techniquement, ça nous ferait un bénéfice d'assainissement, une cession de créance, eh bien, ce bénéfice d'assainissement, on peut encore, même au-delà de 7 ans, euh, et y défalquer les pertes. Donc ici, c'est 20, c'est pas inutile de s'en souvenir, puisque, mettons, en 2027, il y a des grosses difficultés, il faut faire un assainissement, eh bien, on pourra encore compenser ces 20 de pertes avec le bénéfice d'assainissement qu'on réalisera. Donc ça, c'est l'article 37 alinéa 2 LIFD, et on nous parle donc de défalquer des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement. C'est l'idée de faire ça. Donc ces ventes, en comptabilité, on ne va pas les supprimer de la perte reportée, hein. Ils resteront totalement dans la perte reportée. On ne va pas se dire, puisque je ne peux plus les faire valoir fiscalement, je les fais disparaître de mon bilan. Non, on les laisse, puisque ça sera éventuellement utile s'il y a un assainissement. Les restructurations. Alors là, vous avez une restructuration avec une absorption d'une filiale. Donc on vous dit bien que cette société, Direct Handels SA, elle reprend sa filiale Fabrication SA. On ne vous dit pas que la filiale est détenue à 100%, mais on peut le présumer, puisqu'on n'a pas trop d'autres détails. Donc vous voyez ici que la participation dans Fabrication SA, elle est comptabilisée à l'actif pour 40 000 francs chez Direct Handels. Donc Fabrication SA est une société séparée. Elle a un capital de 100 000 francs, des réserves de 25 000 francs. Il se trouve que cette participation est comptabilisée pour des raisons X ou Y pour 40 000 francs dans cette société. Donc, qu'est-ce qui va se passer dans une fusion par absorption? Eh bien, la société mère va recevoir tous les actifs et tous les passifs de la fille, hein. Elle reprend tout, elle absorbe tout, mais la société mère, dans le processus, on va devoir éliminer cette participation, puisqu'il n'y aura plus il y aura plus de filiales. Donc on absorbe les actifs et les passifs, et on annule la participation. Alors, établissez le bilan après la fusion, c'est pas dramatique à faire, il n'y a pas de piège ici, on fait le total des deux. C'est-à-dire qu'avant la fusion, la société mère avait des actifs circulants pour 200 000 francs, elle absorbe la fille qui avait des actifs circulants pour 70 000 francs, donc on se retrouve dans la société mère avec des actifs circulants de 270 000 francs. Pareil pour les immobilisations, on va se retrouver avec les immobilisations de la mère et de la fille dans la même société, donc 160 et 130 000, ça fait 290 000 francs. Alors là, je me suis trompé de ligne, donc je vous remets ça là. Cette ligne du milieu, justement, la participation fabrication SA, elle n'existe plus puisque la société n'existe plus. Donc dans le bilan de la mère, j'ai repris et intégré les actifs de la fille. Par contre, je n'ai évidemment plus de participation dans la fille. Donc j'arrive avec un bilan qui a un total de 560 000 francs. C'est la même chose en soi pour les passifs. J'ai des fonds étrangers de 110 000 dans la mère, de 75 000 dans la fille. Donc, en absorbant la fille, la mère va se retrouver avec ses fonds étrangers et les fonds étrangers de la fille.
Donc 185 000 francs de fonds étrangers, c'est 110 000 plus 75 000. Le capital action de la mère ne change pas. Attention. Pourquoi le capital action de la mère ne change pas? Parce que la mère n'a pas émis de nouveaux droits de participation pour absorber sa filiale. Dans les opérations de fusion et acquisition, lorsqu'on a deux sociétés qui n'appartiennent pas aux mêmes personnes et une société qui absorbe l'autre société, la société qui absorbe va émettre des nouveaux droits de participation pour les donner aux actionnaires de la société qui a absorbé, mais parce que ce ne sont pas les mêmes personnes. Donc on a deux cercles d'actionnaires différents et on a certains actionnaires qui se font intégrer leur société dans une autre. En échange, qu'est-ce qu'ils reçoivent? Soit beaucoup d'argent, soit des parts de l'autre. Et c'est dans ce cas-là que vous avez appris à faire des opérations de fusion-absorption avec dédommagement des actionnaires de la société absorbée en émettant des nouvelles parts de la société absorbante. Ce n'est pas le cas ici, puisque Fabrication SA, c'était la filiale à 100% de Direct Handles. Donc, elle absorbe quelque chose qu'elle possède déjà. Donc, elle n'a pas besoin d'émettre du capital action pour, entre guillemets, payer la société qu'elle absorbe. Elle en est déjà propriétaire. Donc, le capital action reste strictement le même. Le total du passif, c'est 560 000 francs, puisque à moins que le monde ait changé, le bilan doit toujours être équilibré. Et donc, on trouve forcément, par différence, des réserves, y compris un agio de fusion ou un bénéfice de fusion, de 175 000. Ce chiffre, vous pouvez l'avoir par différence. 560 000 moins 185 000 moins 200 000, ça nous donne 175 000. Il correspond à quoi ces réserves, y compris l'agio de fusion? Eh bien, la mère, elle avait 90 000 de réserve 1 déjà. Donc, ces réserves, évidemment qu'elle les garde. En absorbant la fille, elle reçoit 25 000 francs de réserve de la fille. Donc, on a cet argent qui arrive. Et puis, il y a un capital aussi qui rejoint. Capital moins la participation. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Si on regarde la valeur des fonds propres de la fille, la valeur des fonds propres de la fille, c'est 125 000 francs. Donc, la société mère qui absorbe, elle reçoit 200 000 d'actifs, 75 000 de passifs. En net, elle reçoit 125 000 francs. Et pour ces 125 000 francs, elle annule 40 000 francs de participation. Donc, le net de l'opération, pour la mère, c'est 85 000 francs qui sont dégagés en absorbant cette fille. 90 000 de réserve de la mère avant la fusion, plus 85 000 d'absorption nette, 90 000 plus 85 000, 175 000. Nos calculs sont donc parfaitement corrects. Il faut savoir que comptablement, hein, vu qu'on transfère à la valeur comptable, eh bien, ça veut dire que la mère absorbe la valeur nette comptable de la fille, qui est de 125 000, annule 40 000. Voilà, donc 125 moins 40, 85, 90 plus 85. Donc vous voyez que là, si vous tombez sur ce chiffre, bah, vous le faites par différence, le bilan est équilibré, ou vous le faites par calcul, vous tombez sur le bon. C'est deux façons de faire le calcul, d'arriver à la même réponse. Vous pouvez vous dire que vous avez bien fait votre calcul. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on nous demande ici, hein, calculer le bénéfice ou la perte de fusion, citer la base légale correspondante dans la LIFD. Donc, on a le capital action de la société fille qui est absorbé, 100 000 francs, et nous avons les réserves de la société fille qui sont absorbées, soit 25 000 francs. Donc, montant net absorbé, je l'ai déjà dit, 125 000 francs. Donc, moins la valeur comptable de la participation, 40 000. Donc, le bénéfice de fusion, 85 000, puisque cette filiale figurait pour 40 000 à la valeur comptable dans le bilan de la mère, et qu'en l'absorbant, on a reçu pour 125 000.
le bénéfice de fusion imposable selon la LIFD. On va retrouver notre article 61 avec les restructurations. Donc ça, c'est la LIFD et notamment la linéa 5. La société qui, ensuite de la reprise des actifs et passifs d'une société de capitaux ou d'une société coopérative, subit une perte comptable sur la participation qu'elle détient dans cette société, ne peut déduire cette perte sur le plan fiscal. Tout bénéfice comptable sur la participation est imposable. Donc là, on nous le dit bien. Eh ben, vous ne pouvez pas déduire la perte, tant pis pour vous. Par contre, s'il y a un bénéfice, eh bien, on vous impose. Donc c'est un bénéfice sur participation. Et on a parlé tout à l'heure de la réduction pour participation. C'est un rendement de participation. Donc, ce rendement de participation rentrera en ligne de compte pour le calcul de la réduction pour participation. Mais ce n'était pas poser la question. Simplement, voilà, on vous dit quel est le bénéfice de fusion et donner la base légale. Je vous mentionne quand même également que c'est un bénéfice qui provient d'une participation qualifiée, donc qui est soumis à la réduction pour participation, donc qui sera, comme on a dit au début, indirectement exonéré. Un peu d'impôt anticipé pour, je crois, terminer le bonheur. Donc, nous avons une société qui a un capital action de X, 100 000, mais bon, ça ne change rien sur le fait qu'elle soit soumise ou pas à l'impôt anticipé, et qui a trois actionnaires. Donc, nous avons un monsieur qui est domicilié aux États-Unis, qui détient 50% de la société. Nous avons une société européenne qui en détient le 45%, et nous avons une société européenne qui en détient le 5%. Les actionnaires ont décidé d'augmenter le capital action de 900 000 francs pour en faire 1 million. Hein. Donc on part de 100 000 francs, on augmente de 900 000 pour arriver à un capital action de 1 million. Et un agio d'un montant de 1 million sera versé cette même année. Donc l'agio, c'est lors de l'augmentation de capital, on émet les titres au-dessus du pair, c'est-à-dire qu'on émet pour 900 000 francs de valeur nominale de titres, donc la valeur nominale de notre capital augmente à 1 million, mais ces titres de valeur nominale de 900 000 francs, on les émet pour 1 million plus cher que ce qu'ils valent, c'est-à-dire pour donc 1 million 9. Et on se souvient que le prix d'émission au-dessus du pair, il est viré une fois l'augmentation faite dans la réserve légale issue du capital. Alors, au 31 du 12, le bilan se présente comme suit. Nous avons de la trésorerie, des créances, des actifs immobilisés. C'est très bien pour la société. Nous avons des dettes. Nous avons un capital action de 1 million, comme on vient de dire. Nous avons des réserves légales de 500 000. Nous avons des réserves libres de 1,5 million. Nous avons un bénéfice reporté de 100 000 et un bénéfice 2024 de 200 000. Déjà là, à la lecture, on se dit, on a quand même des comptables. Il y a un agio de 1 million et je me retrouve avec des réserves légales de 500 000. Alors que la société est bénéficiaire. Bizarre. Bizarre quand même. Et du coup, quel est le montant des réserves issues d'apports de capital? Eh bien, alors ça, le montant de réserve, il est de 1 million. C'est l'agio payé sur l'augmentation de capital. Alors, après, on sait pourquoi il n'y a pas d'indication sur est-ce qu'il y avait des réserves avant. Hein. Donc, si on ne nous indique pas qu'il y avait des réserves légales issues du capital avant, ben, on ne va pas en inventer. On a déjà suffisamment de boulot comme ça. Par contre, on nous a bien dit qu'il y a un agio d'un montant de 1 million. Donc, ça veut dire que le montant des réserves issues d'apport de capital devrait être de 1 million, puisqu'il y a 1 million d'agio. On voit que ce n'est pas noté là. Donc, en fait, on pourrait envisager, et ils l'ont envisagé dans la solution, de dire 0. 0, pourquoi? Comme le montant n'a pas été comptabilisé séparément, il n'est pas reconnu au sens fiscal. Le principe de la réserve légale issue du capital, c'est qu'au cas où elle est remboursée aux actionnaires, il n'y a pas d'impôt anticipé à prélever sur le remboursement, puisque c'est considéré comme un remboursement de capital. C'est le principe de l'apport en capital. Hein. Quand des actionnaires reçoivent un remboursement de la société, ils ne payent pas d'impôt sur le capital qu'ils y ont mis. Ils payent un impôt sur le bénéfice là-dessus.
Donc, c'est pour ça qu'il faut comptabiliser cet agio dans une réserve légale issue du capital pour l'identifier clairement comme étant un apport de capital. Là, ça n'a pas été fait sur le bilan, et donc une réponse également valable qui a été envisagée dans le corrigé, c'est de dire ben zéro, parce que vu qu'ils ne l'ont pas comptabilisé correctement, l'administration fiscale ne va pas reconnaître ce montant comme étant un apport en capital. La condition, si vous regardez la circulaire sur le principe de l'apport en capital, eh ben, la condition pour que ça soit reconnu, c'est que ça soit comptabilisé séparément dans le bon poste des réserves. Donc, on nous demande quels sont les postes du bilan qui sont erronés et à quoi devrait ressembler le bilan correct. Donc, le poste réserve libre est erroné, puisque visiblement, l'agio sur l'émission de capital y a été comptabilisé. Donc, la situation devrait être, on devrait avoir notre réserve légale issue du capital qui vaut 1 million, et donc nos réserves libres qui ne valent à ce moment-là plus que 500 000, puisque sur ce 1,5 million qui a été mis en réserve libre, bah, il y a 1 million d'agio qui aurait dû être mis en réserve légale issue du capital. Et de cette manière, s'il y a un remboursement un jour de cet agio ne sera pas soumis à un éventuel impôt anticipé. Citer la base légale correspondante de la LIA, donc on va trouver notre loi fédérale sur l'impôt anticipé à l'article 5. Article 5, alinéa 1 bis. Le remboursement de réserves issues d'apports de capital effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital action ou du capital social si la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les réserves issues d'apports de capital sur un compte spécial de son bilan et communique toute modification de ce compte à l'administration fédérale des contributions. Donc voilà, la condition pour que le remboursement puisse se faire comme un remboursement de capital, c'est que ça soit comptabilisé séparément. Et on vous demande la base légale correspondante de la LIA. Vous auriez aussi pu songer à la base légale dans le Code des obligations aux articles 957 et suivants, qui prévoit que la structure minimale du bilan contient le compte réserve légale issue du capital. Mais là, on vous demandait la LIA. Pour quels actionnaires l'impôt anticipé devrait-il obligatoirement être retenu en cas de distribution de dividendes? Donc, vous savez qu'il y a une procédure qui est possible de faire. Les dividendes sont soumis évidemment à l'impôt anticipé, mais on peut remplacer le paiement de cet impôt anticipé par une procédure qu'on appelle de déclaration si on a un actionnaire qui détient une participation qualifiée, enfin ici on verse à une autre entreprise qui détient une participation qualifiée. Donc notre brave monsieur, c'est un actionnaire personne physique, donc ça ne rentre pas en ligne de compte. Par contre, on a potentiellement ces deux sociétés à qui on pourrait transférer le dividende sans retenir l'impôt anticipé et le remplacer par une déclaration à l'AFC, sauf que Z Limited à Londres ne détient pas une participation qualifiée, uniquement Z SA, dont le siège est à Vienne, détient une participation qualifiée. Donc pour elle, on pourrait utiliser la procédure de déclaration. Donc pour les actionnaires à qui l'impôt anticipé devrait obligatoirement être retenu, donc Monsieur Hans Muster et puis Z Limited, qui ne détient pas de participation qualifiée. Et quelle procédure peut être appliquée le cas échéant si la LIA ne prévoit pas d'obligation impérative? Ben, c'est la procédure de déclaration. Et cette procédure de déclaration, on la trouve prévue dans l'OIA, donc l'ordonnance sur l'impôt anticipé. Mais on ne vous demandait pas la base légale, donc on peut le faire. Donc, procédure de déclaration pour les sociétés à qui on verse un dividende et qui détiennent une participation qualifiée. On peut ne pas prélever l'impôt anticipé et simplement le déclarer. Voilà, on est au bout de cet exercice et de cet examen de fiscalité qui est quand même relativement conséquent et qui fait quand même un tour assez général des personnes physiques, des personnes morales et puis de l'impôt anticipé. Donc vous voyez que c'était un examen qui était prévu pour durer 1 heure, donc il n'y a pas forcément le temps de perdre du temps là, il faut aller
relativement vite dans les réponses, mais les faire très précisément parce que vous voyez que les exercices contiennent, chacun ont quand même pas mal de points. Je vous avais promis de revenir là-dessus. Là, on est au bout de l'heure qui nous est préparée, mais je reviens sur cet exercice pour vraiment dire que cet exercice-là ne consistait pas à faire autre chose que de retrouver l'article de loi précis dans la loi concernée qui dit ce que la phrase dit. Donc, cet exercice teste votre connaissance de la loi et votre capacité à retrouver où dans la loi ces informations sont indiquées. Et vous avez le corrigé qui est à votre disposition et vous pouvez donc aller retrouver ces articles si ça vous semblait un peu difficile. Si on regarde un peu, c'est un peu chronologique, hein, à part cet article 28 là qui tombe un peu au milieu. Mais si on regarde, ça suit un peu l'ordre de la loi, donc c'est pas une mauvaise idée lors d'un examen de se dire, allez, si je sais pas, je vais me dire que l'ordre des questions va suivre l'ordre de la loi, parce que celui qui a écrit l'examen, quelque part, c'est aussi un humain, et lui, il a probablement aussi suivi la loi quand il a écrit cet exercice. Voilà, je vous remercie pour votre attention absolument magistrale et respectable, qui était d'autant plus silencieuse que les questions n'étaient pas possibles. Donc, je vous remercie beaucoup.